Lorsqu'elle a franchi la grille du centre de réforme pour la dernière fois, sa vie entière tenait dans un sac militaire et un harnais de berger belge. 400 € d'indemnité, un genou reconstruit avec des vis et pas un seul nom dans le répertoire de son téléphone. Un notaire inconnu l'a appelée pour lui annoncer qu'elle héritait d'un tas de verres brisés au milieu des collines provençales, un domaine d'orangerie que même le Lierre avait abandonné. Les habitants du village la regardaient de travers. Un promoteur en costume lui a proposé une fortune pour qu'elle disparaisse. Mais ce que sa chienne a déterré sous les dalles d'une serre oubliée a changé le cours de toute cette histoire. Si vous connaissez le goût de tout recommencer quand plus personne ne croit en vous, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est l'endroit que vous avez refusé de quitter, même quand tout s'effondrait. Les néons du bureau des anciens combattants grésillaient avec cette régularité mécanique qui finit par s'installer dans les os. Un bourdonnement bas, constant, comme un acouphène qu'on aurait fixé au plafond. L'air sentait l'antiseptique et le café tiède. Cette odeur particulière des administrations françaises où le temps semble couler plus lentement qu'ailleurs, épaissi par la paperasse et les vies en transit. Camille Morel était assise sur une chaise en plastique gris, le dos droit, les mains posées à plat sur les cuisses. Une posture militaire encore, toujours. Même ici, même maintenant que plus personne ne lui demandait de se tenir droite. À ses pieds, couchée en sphinx, Coda ne dormait pas. La Malinoise avait cette façon bien à elle de feindre le repos tout en surveillant chaque mouvement dans la pièce. Ses oreilles pivotèrent par à-coups, captant le cliquetis d'un clavier derrière la cloison, le raclement d'une chaise, le soupir du fonctionnaire assis en face d'elle. L'homme s'appelait Verdier ou Verdière. Camille n'avait pas retenu. Il avait le visage de tous les agents qu'elle avait croisés depuis sa commission. Des yeux fatigués, une cravate desserrée d'un demi-centimètre et cette politesse mécanique des gens qui traitent trop de dossiers pour s'attacher à aucun. Il poussa une enveloppe sur le bureau. Votre dernier versement d'indemnité transitoire, dit-il. Et voici votre dossier de réinsertion. Vous y trouverez la liste des dispositifs d'accompagnement, les coordonnées des structures d'hébergement prioritaires, les contacts pour... Camille hocha la tête sans écouter. Elle connaissait la liste. Elle la connaissait par cœur. 3 semaines qu'elle la lisait chaque soir dans la chambre du motel, assise sur le lit dont les ressorts grinçaient au moindre souffle, cherchant entre les lignes une issue qui n'y était pas. 7 mois plus tôt, elle se trouvait dans un autre type de bureau, une salle d'opération de fortune dans un bâtiment de béton sans fenêtre. Le bruit était venu d'abord, avant la douleur. Une détonation si dense qu'elle avait semblé avaler l'air autour d'elle, un vide brutal, et puis la déflagration qui l'avait soulevée comme une feuille. Elle se souvenait de la poussière, du goût de fer dans la bouche, et de Coda qui hurlait quelque part à sa gauche. Elle se souvenait de sa propre main cherchant son genou et ne trouvant que du mou là où il aurait dû y avoir du solide. Et puis le silence. Ce silence étrange qui suit les explosions, quand le monde semble hésiter avant de reprendre. Le genou avait été reconstruit plus ou moins. Elle marchait, boitait les jours de pluie, et portait une genouillère rigide qu'elle enlevait le soir avec la précaution d'un soldat désamorçant un engin. L'armée l'avait décorée, remerciée et réformée dans cet ordre exact. Coda, elle aussi, avait été réformée, un mot propre pour dire mise au rebut. Camille l'avait récupérée le jour de sa sortie, sans demander la permission à personne. Le motel se trouvait en bordure d'une zone commerciale, entre un garage automobile et un entrepôt de meubles discount. Elle y vivait depuis 3 semaines. Chaque matin, elle se réveillait à 5 heures sans alarme. Elle se levait, enfilait ses chaussures, faisait son lit au carré et se retrouvait debout au milieu de la chambre sans la moindre idée de ce qui venait après. La discipline était toujours là, intacte, précise, mais elle tournait à vide comme un moteur sans roue. C'est ce soir-là, allongée sur le lit avec Coda en travers des chevilles et le dossier de réinsertion fermé sur la table de nuit, que son téléphone sonna. Le numéro affichait un indicatif du Sud, un préfixe qu'elle ne reconnaissait pas. Elle faillit ne pas décrocher. Mademoiselle Morel ?
La voix était celle d'un homme âgé, posé, avec cet accent provençal discret qui arrondit les voyelles. Je suis maître Aubert, notaire à Saint-Véran-les-Brumes. Je vous cherche depuis plusieurs mois. Il marqua une pause. Il s'agit de votre grand-mère, Hélène Morel. Elle m'a laissé des instructions très précises. Je devais vous contacter dès la fin de votre engagement militaire. Camille se redressa lentement. Le nom de sa grand-mère était un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, un son qui appartenait à une autre vie. Ma grand-mère est morte, dit-elle. Je le sais, répondit doucement Aubert. C'est justement pour cela que je vous appelle. Elle vous a laissé un domaine, un complexe d'orangerie en Provence, les Serres Morel, 12 hectares. Un silence. Et une dette fiscale de 38 000 euros. Coda leva la tête, les oreilles dressées, comme si elle aussi avait entendu quelque chose changer dans l'air de la pièce. Le train quitta Lyon peu après 7 heures du matin. Camille avait pris un billet en seconde classe, le moins cher, celui qui s'arrêtait partout. Coda était couché à ses pieds dans l'espace entre les sièges, son gilet de service encore accroché au harnais, bien que le gilet ne signifiât plus rien d'officiel. Les passagers jetèrent des regards à la chienne, puis à Camille, puis détournèrent les yeux avec cette gêne polie des gens qui devinent une histoire qu'ils préfèrent ne pas connaître. Le paysage défilait derrière la vitre comme une lente mue. Les barres d'immeubles de la banlieue laissèrent de la place à des zones industrielles, puis à des champs plats et bruns, puis, à mesure que le train descendait vers le sud, les collines commencèrent à se soulever, ocre et rousses, sous un ciel qui devenait plus clair à chaque kilomètre. Coda posa le museau contre la vitre à un moment, ses yeux ambrés suivant quelque chose au loin, un mouvement dans les herbes, un oiseau, une ombre que Camille ne voyait pas. C'était la première fois depuis des mois que la chienne semblait regarder autre chose que le vide. Saint-Véran-les-Brumes n'avait pas de gare à proprement parler. C'était un quai de béton fendu sous un auvent en tôle, avec un banc couvert de mousse et un panneau dont la peinture s'écaillait. Personne n'attendait. Le car régional l'avait déposé là depuis la gare TGV d'Avignon, après une heure de route sinueuse à travers des collines couvertes de garrigues et de chênes verts. Le village était visible en contrebas, un amas serré de toits en tuiles romaines autour d'un clocher carré. Les rues semblèrent désertes. Il était 2 heures de l'après-midi, l'heure où la Provence tout entière se replie dans l'ombre fraîche des volets fermés. L'étude de maître Aubert occupait le premier étage d'une maison de pierre dans la rue principale, au-dessus d'une boulangerie dont l'odeur de pain montait par les fenêtres ouvertes. Camille monta un escalier étroit aux marches usées en leur centre par des décennies de pas. Aubert l'attendait debout derrière son bureau. C'était un homme d'au moins 75 ans, mince et sec, avec des mains soignées de pianiste et des lunettes rondes cerclées d'écailles, posées très bas sur le nez. Son bureau était un ancien secrétaire en noyer, couvert de dossiers empilés avec une méticulosité qui trahissait l'homme entier. Il serra la main de Camille avec une fermeté inattendue pour son âge, puis s'accroupit avec effort pour caresser Coda derrière l'oreille. La chienne le laissa faire, ce qui ne lui ressemblait pas. « J'ai connu votre grand-mère pendant 40 ans, dit-il en s'asseyant. Je l'ai aimée comme une sœur, si vous me permettez. C'était une femme d'une obstination remarquable. » Il ouvrit un dossier cartonné et fit glisser vers Camille une série de documents. L'acte de propriété d'abord, un papier épais et jauni rédigé dans le langage solennel des cadastres. Puis le relevé fiscal, dont le chiffre en bas de page, 38 200 euros, semblait presque abstrait à force d'être précis. Et enfin, des photographies. Camille les prit une par une. Elle montrait un domaine qu'elle ne reconnaissait pas, ou plutôt qu'elle reconnaissait comme on reconnaît un visage dans un rêve. De grandes serres victoriennes aux armatures blanches, couvertes de vitres étincelantes sous le soleil. Des allées bordées de lavandes. Une femme debout devant l'entrée d'une orangerie, les bras croisés, le menton levé. Hélène. Plus jeune, plus droite, plus vivante que dans tous les souvenirs que Camille avait d'elle. Aubert la laissa regarder en silence. Puis il posa sur le bureau un second dossier, celui-ci plus neuf, plus lisse.
Le logo en couverture représentait une montagne stylisée. Le groupe L'Envers, dit-il. Un promoteur immobilier. Ils veulent acheter le terrain depuis des années. Leur offre actuelle est de 180 000 euros. Il marqua une pause calculée. Déduction faite de la dette fiscale et de mes honoraires, cela vous laisserait environ 135 000 euros net. Le chiffre resta suspendu dans l'air du bureau, entre l'odeur du pain et celle du vieux papier. 135 000 euros. C'était une somme que Camille n'avait jamais possédée, jamais touchée, jamais même imaginée. C'était un appartement, une formation, 3 ans de tranquillité. C'était la fin de la peur. Aubert la regarda par-dessus ses lunettes. « Je pourrais vous conseiller d'accepter, dit-il. Ce serait le conseil raisonnable. Mais votre grand-mère m'a fait promettre une chose, que je vous demande d'aller voir le domaine avant de signer quoi que ce soit. » Il ouvrit un tiroir et en sortit 2 objets. Le premier était une clé, ancienne, lourde, en fer forgé noirci par le temps. Le genre de clé qui n'ouvre pas simplement une porte, mais qui semble garder un secret. Le second était un billet de car pour la ligne des collines, valable le lendemain matin. Le domaine est à 8 kilomètres du village, dit-il. La route monte. Le car vous déposera au croisement. Après, il faut marcher. Il referma le tiroir et croisa les mains sur le bureau. Allez voir mademoiselle Morel. Voyez ce qu'elle vous a laissé, et ensuite vous déciderez. Coda leva la tête comme si elle avait compris. Le car s'arrêta au croisement d'une départementale et d'un chemin sans nom. Le chauffeur lui indiqua la direction d'un geste vague du menton, comme s'il montrait un endroit où il valait mieux ne pas aller. Camille descendit avec Coda et le véhicule repartit dans un nuage de poussière ocre, la laissant seule dans un silence si complet qu'elle entendait le sang battre dans ses oreilles. Le chemin montait entre 2 murets de pierres sèches à moitié écroulées. Les ronces avaient envahi le passage, griffant les mollets de Camille à travers le tissu de son pantalon. Le genou se rappela à elle dès les premières minutes, une douleur sourde et familière qu'elle accueillit sans y penser, comme on salue un voisin désagréable. Coda, en revanche, tirait sur la laisse avec une énergie que Camille ne lui avait pas vue depuis des mois. La chienne avait le nez au ras du sol, les oreilles dressées, le corps tendu comme un arc. Elle captait quelque chose dans l'air, une odeur ou une promesse que les sens humains ne pouvaient pas lire. Au bout de 20 minutes de marche, le chemin déboucha sur un portail en fer forgé, couvert de rouille et de lierre. L'un des battants était entrouvert, figé dans cette position par des années d'immobilité. Le pilier de droite portait une plaque en pierre gravée, à moitié mangée par le lichen. On pouvait encore déchiffrer les lettres si on savait ce qu'on cherchait. Les serres Morel. Derrière le portail, une allée de cyprès menait vers le domaine. Ils avaient dû être majestueux autrefois, plantés à intervalles réguliers comme une garde d'honneur. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux étaient morts, squelettes gris dressés entre leurs voisins encore verts, sentinelles tombées que personne n'avait relevées. Et puis, elle vit les serres. Elles apparurent d'un coup quand l'allée s'ouvrit sur un replat de terrain, et Camille s'arrêta net. C'étaient de grandes structures victoriennes, des armatures de métal courbées qui avaient dû porter des centaines de panneaux de verre. Il en restait peut-être un tiers, accrochés de travers comme des dents cassées. Le reste avait cédé sous le poids des hivers, du vent, du temps. Les cadres vides découpèrent le ciel en rectangles irréguliers. Le métal était rouillé d'un brun profond, presque noir par endroits. Des ronces et du chèvrefeuille sauvage grimpèrent le long des montants, s'enroulaient autour des traverses, comme si la colline essayait lentement d'avaler les structures et de les rendre à la terre. Camille connaissait cette image. Elle l'avait vue ailleurs, dans un autre pays, sous un autre soleil. Des bâtiments éventrés, des charpentes tordues, des murs debout par habitude plus que par structure. Un palais après un bombardement. Le parallèle la frappa sans prévenir, quelque part entre le sternum et la gorge, et elle resta immobile un long moment, la laisse de Coda molle dans sa main, à regarder les ruines de ce qui avait été un lieu de vie. La maison se tenait en retrait, une bâtisse en pierre de taille calcaire aux volets bleu passé, tous fermés. Le toit semblait intact, ou du moins tenait encore. Un rosier mort s'agrippait à la façade,
ses branches sèches comme des veines noircies sur la pierre claire. La clé d'Aubert entra dans la serrure avec un raclement rauque. La porte résista, gonflée par l'humidité de plusieurs hivers, puis céda d'un coup, libérant un souffle d'air immobile qui sentait le thym séché, la pierre froide et quelque chose d'indéfinissable, le parfum du temps suspendu, l'odeur d'une vie interrompue au milieu d'un geste. L'intérieur était une capsule. De la vaisselle sur l'évier de la cuisine, 2 bols, une casserole, comme si quelqu'un allait revenir les laver. Un châle en laine posé sur le dossier d'une chaise, une paire de lunettes de lecture sur la table, à côté d'un journal dont la date avait jauni au point d'être illisible. Chaque objet était recouvert d'une poussière grise et uniforme qui adoucissait les contours, estompait les couleurs, transformait la pièce en une photographie surexposée. Camille traversa la cuisine sans toucher à rien, comme on traverse un sanctuaire. C'est à ce moment que Coda lui échappa. La chienne se faufila par la porte restée ouverte et disparut à l'angle de la maison. Camille l'appela, mais la Malinoise ne revint pas. Elle la retrouva 50 mètres plus loin, devant une dernière serre que Camille n'avait pas remarquée depuis l'allée. Elle était plus petite que les autres, à demi enterrée dans la pente de la colline, adossée à un mur de soutènement en pierre. Son toit de verre était presque intact, protégé par l'avancée du terrain au-dessus. Coda grattait la porte, gémissant doucement. Camille poussa le battement vitré. La chaleur la saisit d'abord, une tiédeur humide et vivante qui contrastait violemment avec l'air sec du dehors. Puis l'odeur, sucrée et amère à la fois, une odeur végétale puissante, l'odeur de quelque chose qui poussait. Au centre de la serre, dans un grand pot de terre fêlée, un citronnier se dressait. Son tronc était tordu, noueux, penché vers la lumière comme un vieil homme courbé vers une fenêtre. Ses branches partèrent dans tous les sens, indisciplinées et vivaces. Et il était couvert de fleurs blanches, des dizaines de petites étoiles parfumées ouvertes dans la pénombre verte. Cet arbre était seul depuis des années. Personne ne l'avait taillé, arrosé, soigné. Il avait survécu sur l'humidité du sol, la chaleur piégée par le verre et la pierre, et un entêtement silencieux que Camille reconnut immédiatement. Coda s'assit au pied du pot et leva les yeux vers elle, la queue balayant doucement le sol de terre battue, comme pour dire « Tu vois, c'est ici ». Elle passa la première nuit sur le vieux canapé du salon, enveloppée dans le châle d'Hélène et une couverture trouvée dans l'armoire de la chambre du haut, raide d'humidité mais encore entière. Le froid était différent de celui qu'elle connaissait. Pas le froid sec des casernes, ni le froid minéral des nuits d'opération, mais un froid humide et lent, celui des maisons de pierre qui n'ont pas été chauffées depuis des années et qui ont oublié comment garder la chaleur. Coda se coucha contre ses jambes, son poids chaud et familier, le seul point d'ancrage dans cette obscurité inconnue. La maison parlait la nuit. Le bois travaillait, les tuiles claquaient sous le vent. Quelque chose courait dans le grenier avec des pattes légères et rapides. Camille se réveilla 4 fois. La première, elle eut la main sous l'oreiller avant d'être pleinement consciente, cherchant quelque chose qui n'était plus là. La deuxième, c'était Coda qui grognait vers la porte, les babines retroussées sur un bruit que Camille n'entendait pas. La troisième, un volet mal accroché claqua contre la pierre, et elle fut debout en 1 seconde, le cœur dans la gorge, les muscles verrouillés dans cette posture qu'elle connaissait trop bien, celle d'avant le contact. Puis le silence revint, et avec lui la conscience lente de l'endroit où elle se trouvait. Elle se recoucha sans se rendormir. À 5 heures, elle était debout. Le corps obéissait encore à l'horloge militaire, et pour la première fois depuis sa commission, cette habitude avait un sens. Il y avait quelque chose à faire. Elle enfila ses chaussures, accrocha la genouillère et sortit dans l'aube grise avec Coda. Elle fit le tour du domaine comme on fait une ronde méthodiquement, en partant par la droite et en revenant par la gauche. Non plus un périmètre de sécurité, mais un inventaire. La grande serre nord avait perdu les 2 tiers de sa toiture. La serre centrale tenait mieux, mais 3 des montants porteurs étaient tordus et l'un d'eux menaçait de céder. Les canalisations d'irrigation, un réseau de tuyaux en cuivre et en plomb qui courait entre les serres, étaient crevés en au moins 6 endroits visibles. Le réservoir d'eau en pierre derrière la maison était intact mais vide.
colmaté par des années de feuilles mortes et de calcaire. Le toit de la maison tenait, sauf au-dessus de la deuxième chambre, où une tache brune au plafond indiquait une fuite ancienne. Elle nota tout dans sa tête, classant les urgences par ordre comme on classe les blessés sur un terrain. Ce qui saigne d'abord, ce qui peut attendre. Le nettoyage commença ce matin-là et ne s'arrêta plus. Camille travaillait du lever du soleil jusqu'à ce que la lumière tombe, avec une pause quand le genou refusait de plier. Elle vidait les serres de leurs débris, verres brisés, ferrailles tordues, nids d'oiseaux abandonnés, ronces sèches qui se désagrégeaient en poussière quand on les arrachait. Elle portait des gants de chantier trouvés dans un appentis et avançait mètre par mètre, transformant le chaos en espace vide. Le quatrième jour, elle s'attaqua à la charpente fragilisée de la serre centrale. Il manquait un étai. Elle n'avait ni matériel ni argent pour en acheter. Alors elle fit ce qu'elle avait appris à faire dans le génie militaire, elle improvisa. Un poteau de clôture récupéré au fond du terrain, un madrier coincé en diagonale, des pierres empilées en contrefort. Ce n'était pas élégant, c'était solide. La structure cessa de grincer au vent. Le septième jour, en fin d'après-midi, elle déclouait un panneau de bois dans la serre nord quand un coup de mistral s'engouffra par une ouverture et fit exploser un carreau de verre à 3 mètres d'elle. Le bruit fut bref et violent. Un claquement sec suivi d'un éclat de verre qui se désintégra sur le sol en béton. Camille ne bougea pas, c'est-à-dire qu'elle cessa de bouger entièrement. Ses mains se figèrent en l'air, ses poumons se verrouillèrent, son regard se vida. Le son s'était glissé dans la faille, celle qui ne se referme jamais complètement, et pendant quelques secondes, elle n'était plus dans une serre en Provence, mais ailleurs, dans la chaleur blanche et la poussière, avec le sifflement dans les oreilles et le goût métallique sur la langue. Koda fut là avant que la première pensée cohérente ne revienne. La chienne se pressa contre sa cuisse gauche, le flanc chaud, la tête levée, le poids de son corps comme un ancrage, un rappel physique du sol sous les pieds, de l'air dans les poumons, du présent. Camille posa la main sur le crâne de Koda. Ses doigts traversent le pelage court et dense entre les oreilles. Elle respira. Une fois, 2 fois. Le monde revint en pièces, le bleu du ciel dans le cadre de la verrière, l'odeur de la terre chaude, le chant idiot d'une cigale quelque part dans les herbes. Ce soir-là, avant de rentrer, elle s'agenouilla devant un carré de terre qu'elle avait désherbé le matin même, juste devant la porte de la maison. 1 mètre sur 1 mètre de sol nu, brun, retourné à la bêche. Elle ouvrit un sachet de graines achetées à la supérette du village en passant chez Aubert. Des carottes et des haricots verts. Ce qu'il y avait de moins cher et de plus simple. Elle creusa des sillons avec le doigt, réguliers et peu profonds comme les lignes d'un cahier. Elle déposa les graines une par une, les recouvrit de terre, tassa doucement avec la paume. Le geste était minuscule, presque dérisoire face à l'immensité du travail qui l'attendait. Mais c'était un geste que ses mains comprenaient, un geste qui ne détruisait rien, qui n'était ni une défense ni une attaque. C'était un commencement, et elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait commencé quelque chose. Au bout de 10 jours, Camille n'eut plus le choix. Il lui fallait du mastic pour vitrier, du fil de fer, des vis, des choses qu'on ne trouve pas dans les décombres d'un domaine abandonné. Elle descendit au village à pied, Koda au pas, le genou raide après une nuit froide. Saint-Véran-les-Brumes avait cette immobilité propre aux villages qui ont perdu la moitié de leur population en 2 générations. Les façades étaient belles mais fatiguées, les volets souvent fermés, et les rares passants marchaient avec la lenteur de gens qui ne sont plus pressés par rien. Camille sentit les regards avant de les voir. Une femme qui arrosait ses géraniums sur un balcon suspendit son geste. 2 hommes assis devant le tabac-presse levèrent les yeux de leurs journaux. Au boulanger, une cliente se retourna franchement pour la dévisager. Personne ne lui adressa la parole, mais elle entendit les mots dans son dos comme on entend une radio mal éteinte dans la pièce d'à côté. La fille de la colline. Celle qui est au domaine Morel. Une voix plus basse, à peine audible. Avec un chien de l'armée. La quincaillerie Favier occupait le rez-de-chaussée d'une maison en angle, à l'endroit où la rue principale croisait la placette de la Fontaine. La devanture était peinte en vert sombre, écaillée par le soleil, et la vitrine exposait un désordre savant de seaux en zinc, de cordes, de pelles
et de grillage à poules. Une clochette tinta quand Camille poussa la porte. L'intérieur sentait l'huile de lin, le métal et la sueur. Des étagères montaient jusqu'au plafond, chargées de boîtes et de tiroirs étiquetés à la main, dans une écriture serrée. Derrière le comptoir se tenait un homme d'environ 70 ans, large d'épaules malgré l'âge, le crâne rasé, les mains épaisses posées à plat sur le bois. Il avait un visage taillé au couteau, tanné par le soleil et par autre chose. Cette patine particulière que laissent les années passées dans des endroits où le soleil n'est pas une bénédiction, mais un ennemi. Il ne dit rien quand Camille s'entra. Son regard descendit vers Koda, s'arrêta sur la race, le harnais, la posture de la chienne, puis remonta vers Camille. Il nota la genouillère, la façon dont elle se tenait, le dos trop droit, les épaules trop carrées pour une fille de 24 ans. Il hocha la tête une seule fois, un mouvement à peine perceptible, et Camille comprit qu'il avait tout vu et qu'il ne poserait aucune question. « Marcel Favier, dit-il simplement. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Elle lui donna sa liste. Il la lut sans commentaire, disparut dans l'arrière-boutique et revint avec les bras chargés. Tout y était, le mastic, les vis, le fil de fer galvanisé, et il avait ajouté un rouleau de bâche épaisse qu'elle n'avait pas demandé. « Pour les carreaux manquants, dit-il. Ça ne remplace pas le verre, mais ça coupe le vent. » Puis il posa 2 tasses de café sur le comptoir, de ce café noir et dense qu'on fait avec une vieille cafetière italienne, et s'adossa au mur derrière lui. « Deuxième REP, dit-il comme on donne l'heure. 68 à 72. C'était une carte de visite, la seule qui comptait. Régiment étranger de parachutistes. Camille n'avait pas besoin qu'il en dise plus. Elle prit la tasse. Le café était amer et brûlant. Ils burent en silence pendant un moment, et ce silence avait une qualité que Camille n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Il n'était ni gêné ni vide. C'était le silence de 2 personnes qui savent ce que certains bruits font à la tête et qui n'éprouvent pas le besoin d'en parler. C'est Marcel qui reprit la parole le premier. « Votre grand-mère, dit-il en reposant sa tasse. Hélène. » Il prononça le prénom avec le respect rugueux des gens qui n'expriment l'affection qu'à contre-cœur. Elle venait ici tous les samedis. Toujours la même commande, du fil de fer, de la chaux, des choses pour les serres. Elle connaissait le nom de chaque plante qu'elle cultivait comme d'autres connaissent le nom de leurs enfants. Il marqua une pause. Et puis, elle a changé. C'était il y a peut-être 15 ans, peut-être plus. Elle est devenue nerveuse. Elle regardait par-dessus son épaule. Elle a arrêté de venir au marché. Les gens ont pensé qu'elle vieillissait, qu'elle devenait un peu bizarre, comme les gens seuls le deviennent parfois. Et un jour, elle n'est plus descendue du tout. Les serres se sont éteintes. Quelqu'un a dit qu'elle avait vendu et qu'elle était partie s'installer ailleurs. Personne n'a vérifié. Il se tourna vers le mur derrière la caisse. Entre un calendrier des pompiers et un tableau de clés, une photographie était punaisée au mur, jaunie au bord et légèrement gondolée par l'humidité. Elle montrait le marché de Saint-Véran un jour d'été dans les années 90. La place était pleine de monde. Les étals débordèrent de melons, de fromages, de paniers en osier. Au centre de l'image, un étal croulait sous les bouquets de lavande, d'immortelles et de roses. Des gerbes si denses qu'elles cachaient presque la table. Et derrière, debout, les mains sur les hanches, Hélène souriait. Pas un sourire posé pour la photo, un vrai sourire. Celui de quelqu'un qui se trouve exactement là où il doit être. Camille regarda la photographie longtemps. Elle ne la toucha pas. Marcel rassembla ses achats dans un carton et fit le total sur un bout de papier. Le chiffre était modeste. Camille paya et rassembla le carton contre sa hanche. Au moment où elle atteignait la porte, Marcel disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une caisse en bois remplie d'outils, un jeu de clés plates, un marteau, des pinces, une scie égoïne, un niveau à bulles. Il posa la caisse sur le comptoir. « C'est pas un cadeau, dit-il d'un ton qui n'admettait pas de discussion. C'est un prêt. Tu me les rends quand les serres tiennent debout. » Le tutoiement était venu tout seul, sans qu'aucun des deux ne le relève.
Elle était dans la serre centrale, à genoux sur le béton, en train de gratter la rouille d'un rail de tablette, quand Koda se redressa d'un bloc. La chienne ne grogna pas tout de suite. D'abord, elle se figea, les oreilles pointées vers l'allée de cyprès, le corps ramassé, puis le grondement monta de sa poitrine, bas et continu, celui qu'elle réservait aux présences qu'elle n'aimait pas. Camille entendit le bruit une seconde plus tard, le crissement régulier de pneus sur le gravier. Une voiture remontait l'allée. Elle se releva, essuya ses mains sur son pantalon et sortit de la serre. Une berline noire, une allemande aux lignes lisses et au pare-brise teinté, s'était arrêtée devant la maison. Elle était si propre qu'elle semblait retouchée par ordinateur, posée là par erreur au milieu de la poussière et des ronces. La portière s'ouvrit et un homme en descendit. Il avait la quarantaine, une carrure de joueur de tennis, un costume bleu marine coupé sur mesure et des chaussures qui n'avaient jamais vu un chemin de terre. Ses cheveux étaient là coiffés en arrière avec ce genre de gel invisible qui coûte plus cher que le repas d'une semaine. Il sourit en apercevant Camille, un sourire calibré, ni trop large ni trop familier, le sourire de quelqu'un qui l'a répété devant une glace jusqu'à ce qu'il ait l'air naturel. « Mademoiselle Morel » dit-il en s'avançant, la main tendue. « Étienne Pradel, du groupe L'Envers. J'étais dans le secteur et je me suis permis de passer. » Camille ne prit pas la main. Koda se tenait à sa gauche, immobile, les yeux fixés sur l'homme. Pradel baissa le bras sans perdre son sourire, comme si le refus faisait partie d'un scénario qu'il connaissait. Il regarda autour de lui, les serres éventrées, la façade fatiguée, les herbes folles, et son regard avait cette qualité particulière des gens qui ne voient pas un lieu, mais un prix au mètre carré. « C'est un beau domaine, dit-il. Enfin, ça l'a été. Il y a du potentiel, mais vous le voyez comme moi, c'est un chantier considérable. Nous avons revu notre proposition. 220 000 €, net de toute charge fiscale. Nous prenons en charge l'intégralité de la dette. Vous n'avez à vous soucier de rien. » Il sortit une pochette cartonnée de sa voiture et la tint devant lui comme un plateau d'argent. Tout était là. Le compromis, les conditions, le calendrier. Vous signez et dans 3 semaines, l'argent est sur votre compte. Il marqua une pause travaillée, celle qui est censée laisser le chiffre faire son travail. Vous êtes une jeune femme seule, avec une propriété en ruine et une dette de presque 40 000 €. Je dis ça sans aucun jugement. C'est simplement la réalité. Notre offre est la meilleure issue pour tout le monde. Camille le regarda. Elle regarda ses chaussures, son costume, la pochette cartonnée avec le logo en relief. Elle regarda la berline noire garée dans l'allée de cyprès à moitié mort. Et elle reconnut quelque chose, non pas l'homme, mais le type. Elle l'avait croisé sous d'autres formes, dans d'autres vies. Ceux qui arrivent avec des sourires et des chiffres quand les autres sont à terre. Ceux qui comptent sur la fatigue, sur l'isolement, sur le poids des jours. Ceux qui achètent à bas prix ce que les gens n'ont plus la force de défendre. Non, dit-elle. Pardon ? L'offre est refusée, le domaine n'est pas à vendre. Sa voix était plate, sans émotion, le ton qu'elle utilisait pour les rapports de situation quand il n'y avait rien à discuter. Pradel cligna des yeux. Le sourire resta en place, mais quelque chose bougea en dessous. Un raidissement de la mâchoire, un éclat bref dans le regard, vite corrigé. « Je comprends que vous ayez besoin de temps pour réfléchir, » dit-il. « C'est une décision importante. » « Ce n'est pas une question de temps, c'est un refus. » Le sourire tomba. Pas longtemps, une seconde, peut-être 2, mais suffisamment pour que Camille voie ce qu'il y avait derrière. « Le trésor public ne vous attendra pas, mademoiselle Morel, » dit-il. Et cette fois, sa voix avait perdu sa rondeur commerciale. 90 jours, c'est court. Très court pour quelqu'un dans votre situation. Il remonta dans sa voiture sans ajouter un mot. La berline fit demi-tour dans l'allée, ses pneus écrasant le gravier avec un bruit sec et disparut entre les cyprès. Le silence revint comme une vague. Camille resta debout sur le seuil. Elle tremblait. Ce n'était pas de la peur. La peur, elle connaissait, elle savait la gérer, la ranger dans un coin du corps et fonctionner malgré elle. C'était de la colère, une colère sourde et ancienne qui n'avait pas grand-chose à voir avec Pradel lui-même, mais avec tout ce qu'il représentait.
Elle rentra dans la maison, s'assit à la table de la cuisine et composa le numéro de maître Aubert. Le notaire décrocha à la deuxième sonnerie. Elle lui raconta la visite. Il écouta sans interrompre, puis soupira de ce soupir long des hommes habitués aux mauvaises nouvelles. Le groupe Lanvert, dit-il. Ce n'est pas la première fois. Ils rachassent des parcelles dans toute la vallée depuis 5 ans. Ils ont un projet de complexe hôtelier de luxe, un resort, comme ils disent, spa, piscine, golf, le grand jeu. Le permis de construire dépend de la continuité foncière. Et votre domaine, mademoiselle Morel, se trouve exactement au centre du périmètre qu'il convoite. Il laissa un silence. Sans votre terrain, leur projet ne tient pas. Vous n'êtes pas un obstacle, vous êtes le verrou. Camille regarda par la fenêtre. Le soleil déclinait derrière les collines. La lumière était dorée, épaisse, presque comestible, comme seule la lumière de Provence sait l'être en fin de journée. Le verrou. Elle pensa au citronnier seul dans sa serre, qui avait tenu des années sans personne. Les verrous ne cèdent que si on les laisse rouiller. La petite serre du citronnier devint son chantier prioritaire. C'était la seule structure encore viable, la seule où le verre tenait, où la chaleur restait, où quelque chose poussait déjà. Si Camille devait commencer quelque part, c'était là. Elle passa 3 jours à nettoyer l'intérieur, à démonter le vieil établi en bois vermoulu qui occupait tout le mur du fond, à balayer les tessons et les feuilles mortes accumulées sur le sol dallé. Les dalles elles-mêmes étaient irrégulières, des carrés de pierre calcaire posés directement sur la terre battue, certains descellés, d'autres fendus par les racines d'un lierre qui s'était faufilé sous la paroi. Camille les soulevait une par une pour vérifier l'état du sol en dessous, prévoyant de niveler le tout avant de réinstaller les tablettes de culture. C'est le 4e matin que Koda commença à gratter. La chienne s'était installée dans le coin le plus reculé de la serre, là où l'établi avait été fixé au mur, et elle creusait le joint entre 2 dalles avec une insistance méthodique, les pattes avant travaillant en alternance, le museau collé au sol. Camille l'appela. Koda ne leva même pas la tête. Ce n'était pas un jeu, pas une distraction. La Malinoise avait ce comportement que Camille connaissait par cœur, la concentration totale, l'intensité du chien qui a trouvé quelque chose et qui ne lâchera pas. Camille s'accroupit à côté d'elle et glissa les doigts dans la fissure que Koda avait élargie. La dalle bougea. Elle la souleva. En dessous, il n'y avait pas de terre. Il y avait une surface maçonnée, des briques anciennes enduites de chaux, formant le couvercle d'un espace creux. Camille dégagea les 3 dalles adjacentes. Le couvercle de briques faisait environ 60 cm sur 40. Elle tapa dessus avec le manche du marteau de Marcel. Le son revint creux, profond. Un caveau. Il lui fallut 20 minutes pour desceller les briques sans les casser. Elles étaient là posées à sec, sans mortier, emboîtées avec une précision qui trahissait des mains patientes et expérimentées. En dessous s'ouvrait une niche maçonnée, un cube de pierre d'une 50aine de centimètres de profondeur, parfaitement sec. Le fond était tapissé d'un morceau de toile cirée. Et au centre, posée sur la toile, une boîte. Camille la reconnut avant de la toucher. C'était une boîte de rations militaires françaises, en fer blanc vert olive, du modèle qu'on trouvait dans les surplus des années 70. Le genre de boîte qui traverse les décennies sans rouiller. Elle la sortit du caveau avec les 2 mains. Elle était lourde. Koda s'assit à côté d'elle et ne bougea plus, le regard fixé sur la boîte comme si elle attendait la suite depuis le début. Camille fit sauter le couvercle. L'intérieur était divisé en compartiments par des cloisons en carton rigide, chaque espace occupé avec une méticulosité qui lui serra la gorge parce qu'elle reconnaissait cette façon de ranger, cette économie de gestes et d'espace. C'était la manière d'Hélène. Dans le premier compartiment, des billets. Des coupures anciennes, des 50 et des 100 francs convertis en euros, roulés serrés et maintenus par des élastiques. Camille les compta du bout des doigts sans les dérouler. 8 000 euros, peut-être un peu plus. Dans le deuxième compartiment, un cahier relié en cuir brun, de la taille d'un livre de poche fermé par un lien de cuir. Le cuir était usé aux angles mais intact, protégé par la sécheresse du caveau. Et dans le troisième compartiment, des sachets.
7 sachets de papier craft, chacun scellé à la cire brune, chacun étiqueté à la main dans l'écriture serrée d'Hélène. Camille les lut un par un. Lavande de Haute-Provence. Variété Morel, récolte 1994. Immortel doré, semis 1987. Rose centifolia, lignée mère. Thym alinalol, souche originelle. Sauge blanche des collines. Romarin des serres, sélection HM. Iris de Florence, bulbe séchée. Elle ouvrit l'un des sachets, celui de la lavande. À l'intérieur, des graines minuscules, brun sombre, sèches comme du sable fin, parfaitement conservées par la cire et l'air immobile du caveau. Elle en fit rouler quelques-unes dans sa paume. Elles ne pesaient presque rien. Mais Camille savait, même sans être botaniste, que certains de ces noms n'existaient plus nulle part ailleurs. Variété Morel. C'était un cultivar de famille, une lignée de lavande sélectionnée par des générations de Morel sur ce sol précis, dans ce climat précis. Le genre de patrimoine génétique qu'aucune pépinière industrielle ne conserve et qu'aucun catalogue ne référence. Des variétés que les conservatoires botaniques croient éteintes. Ce n'était pas de l'argent. C'était quelque chose que l'argent ne peut pas reproduire. C'était du vivant en suspens, du temps mis en pause dans des enveloppes de papier brun, attendant que quelqu'un les ouvre et leur donne de la terre, de l'eau et une raison de germer. Camille referma le sachet avec soin. Elle rassembla les billets, les sachets et le cahier dans la boîte, puis elle s'assit sur le sol du caveau, le dos contre le mur de la serre, la boîte sur les genoux. Coda se coucha contre sa hanche. La lumière entrait par les vitres poussiéreuses et tombait sur le citronnier qui poursuivait sa floraison tranquille, indifférent à tout ce qui venait d'être découvert. Camille défit le lien de cuir du cahier et l'ouvrit à la première page. L'écriture d'Hélène, encre bleue, lignes serrées, commençait sans préambule, sans date, comme une conversation reprise au milieu d'une phrase. « Ma petite Camille, si tu lis ces mots, c'est que tu es revenue. Et si tu es revenue, c'est que tu es plus forte que tout ce que j'ai craint et tout ce que j'ai espéré. » Le cahier comptait 143 pages. Hélène avait écrit serré, sans gaspiller 1 centimètre de papier, comme quelqu'un qui sait que les mots doivent tenir dans un espace compté. Camille lut toute la nuit. Elle s'était installée à la table de la cuisine avec la lampe à pétrole trouvée dans le placard sous l'escalier, parce que l'électricité n'avait pas encore été rétablie. Coda dormait à ses pieds. La flamme tremblait à chaque souffle de vent qui passait sous la porte, et les ombres sur les murs bougèrent doucement, comme si la maison elle-même se penchait pour écouter. Les premières pages racontèrent le domaine tel qu'il avait été. Hélène décrivait les serres au sommet de leur activité, les rangées de lavande dans les champs sud, les roses dans la grande orangerie, les commandes des parfumeurs de Grasse qui venaient à chercher les immortels en personne parce qu'ils n'avaient confiance en personne d'autre pour la récolte. Elle décrivait les marchés de Saint-Véran, l'étal du samedi, le bruit des voix et le poids des bouquets dans les bras. C'était un monde entier, vivant et coloré, couché sur le papier avec la précision de quelqu'un qui savait qu'il faudrait un jour le prouver. Puis le ton changeait. Page 37, une date, un tournant. Un homme était venu au domaine. Il s'était présenté comme représentant d'une société d'aménagement, le groupe L'Envers. L'offre était polie, le sourire professionnel. Hélène avait refusé. L'homme était revenu 1 semaine plus tard, puis une 3e fois. Les chiffres montaient. Le ton restait courtois. Hélène refusait toujours. Et puis les visites avaient changé de nature. Elles n'avaient plus lieu en journée. Une voiture garée au bout du chemin à la nuit tombée, phares éteints. Un mot glissé dans la boîte aux lettres sans signature, juste une ligne tapée à la machine. Ce terrain sera vendu. La question est de savoir à quel prix. Hélène avait noté chaque incident, chaque date, chaque détail. Le modèle de la voiture, l'heure, la couleur de l'encre sur les enveloppes. Elle avait compris très tôt qu'elle ne faisait pas face à un acheteur impatient mais à un système, une mécanique rodée d'usure et d'intimidation. Le père L'Envers dirigeait l'opération en personne. Hélène le décrivait en peu de mots. Un homme qui ne haussait jamais la voix et qui n'avait jamais besoin de le faire. La page 72 arrêta Camille. L'écriture d'Hélène y était moins régulière.
l'encre plus appuyée, comme si la main avait tremblé ou pressé trop fort. Ce matin, j'ai trouvé un homme dans le chemin derrière la serre est. Il avait un appareil photo. Il ne photographiait pas le domaine. Il photographiait Camille. Elle jouait dans l'allée avec le tuyau d'arrosage. Elle avait 6 ans. Quand il m'a vu, il n'a pas couru. Il a rangé l'appareil calmement et il est parti en marchant. C'est cette lenteur qui m'a fait comprendre. Ce n'était pas un curieux. C'était un message. Il savait qu'elle était là. Il savait ce qu'elle représentait pour moi. Camille reposa le cahier. Ses mains étaient froides. Elle se souvenait de cette période sans la comprendre. Le déménagement précipité, les cartons qu'Hélène avait faits en une nuit, le trajet en car vers la ville, l'appartement minuscule aux murs jaunes où elles avaient atterri sans explication. Elle avait 6 ans et elle avait cru que sa grand-mère n'aimait plus la campagne. Les pages suivantes décrivèrent la stratégie d'Hélène avec une lucidité qui glaçait le sang. Elle avait tout planifié. Quitter le domaine, emmener Camille le plus loin possible, couper tout lien visible avec la propriété, vivre chichement, invisiblement, dans des locations modestes sous un nom de jeune fille oubliée, pour que personne ne remonte le fil jusqu'aux serres Morel. Et surtout, laisser le domaine se dégrader. Une ruine n'intéresse personne, écrivait-elle. Ils veulent un terrain exploitable, pas un champ de gravats. Tant que les serres tombent et que les ronces poussent, ils attendent. Et pendant qu'ils attendent, la terre reste à nous. C'était une défense par l'abandon, une ruse de guerre que Camille, avec sa formation militaire, reconnaissait parfaitement. Hélène avait sacrifié l'apparence pour protéger l'essentiel. Les murs pouvaient tomber, les vitres pouvaient se briser. Mais sous les dalles de la petite serre, dans une boîte de rations militaires scellée contre le temps, les semences dormaient. Le cœur du domaine battait toujours. Les dernières pages voyaient-ils différentes. L'écriture s'y faisait plus lente, plus douce, comme si Hélène avait cessé de documenter et commençait simplement à parler. Elle s'adressait à Camille directement, sans précaution, sans stratégie. « Tu dois avoir 20 ans maintenant. Je me demande à quoi tu ressembles. Est-ce que tu as toujours les yeux de ta mère? Est-ce que tu aimes encore l'odeur du thym après la pluie? Quand tu étais petite, tu mettais les brins de thym dans tes poches et le soir, tes vêtements sentaient la colline. Quelques pages plus loin, j'espère que quelqu'un t'a appris à faire du pain. Je n'ai pas eu le temps. La pâte, c'est comme la terre, il faut la travailler avec patience et la laisser lever toute seule. On ne peut pas forcer les choses vivantes. » Camille sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas une cassure nette, mais une lézarde lente, comme une digue qui cède par capillarité. Ces mots n'étaient pas des explications ni des excuses. C'étaient des conversations qu'Hélène avait eues seule dans sa tête pendant des années, parlant à une petite fille absente comme on parle à quelqu'un dans la pièce d'à côté, avec la certitude irrationnelle qu'un jour les mots arriveraient à destination. La dernière page du cahier ne portait qu'une seule phrase, centrée, écrite avec soin, l'encre un peu plus pâle comme si le stylo arrivait à sa fin. « Les racines ne meurent pas, ma chérie. Elles attendent. » Camille ferma le cahier. La lampe à pétrole grésillait, presque vide. L'aube n'était pas encore là. Coda leva la tête et posa le museau sur le genou de Camille, celui qui était intact, comme si elle savait lequel pouvait supporter le poids. Le Mistral arriva sans prévenir. Il n'y eut pas de transition, pas de montée progressive. À 2 heures du matin, le vent frappa le domaine comme une main géante, d'un coup, total et furieux. Camille fut réveillée par un bruit qu'elle connaissait trop bien, ce fracas sourd et multiple de choses qui cèdent en même temps. Coda hurlait, debout sur le lit, le corps arc-bouté, les yeux fous. Le vent cognait contre les volets avec une violence régulière, mécanique, comme s'il cherchait une entrée. Et par-dessus tout, le son du verre, des dizaines de carreaux qui explosaient les uns après les autres dans la nuit, un chapelet de détonations cristallines portées par les rafales. Elle ne sortit pas. Il n'y avait rien à faire dans le noir contre un vent qui soufflait à 130 km à l'heure. Elle resta assise sur le lit, Coda pressé contre elle, et elle écouta son travail se défaire. La grande serre, celle où elle avait passé des semaines à consolider la charpente, à étayer les montants, à remplacer les carreaux qu'elle pouvait atteindre,
La grande serre était en train de mourir, et le bruit de sa mort dura jusqu'à l'aube. Au matin, le vent était tombé. Le silence qui suivit avait cette qualité cotonneuse des lendemains de catastrophe, quand le monde semble étonné d'être encore là. Camille sortit sur le seuil. Le domaine ressemblait à un champ de bataille. Des morceaux de tôle arrachés gisaient dans les herbes. Des branches de cyprès jonchèrent l'allée. Et la grande serre n'avait plus de toit. Les bâches qu'elle avait posées avaient été emportées. Les étais qu'elle avait fabriqués tenaient encore, mais ils ne soutenaient pas plus rien. Le sol à l'intérieur était couvert d'un tapis de verre brisé qui scintillait sous le soleil comme une ironie. Elle entra dans la serre et s'assit au milieu des débris. Le genou l'élançait, cette douleur profonde des jours où le corps dit non. Elle posa les mains sur ses cuisses et regarda le ciel à travers les cadres vides. Un ciel bleu, parfaitement pur, indécent de beauté après la nuit qu'il venait de traverser. Elle pensa aux chiffres. 220 000 €. Elle pensa à la pochette cartonnée de Pradel, à son sourire, à la facilité de tout cela. Signer, encaisser, partir, laisser les ruines aux ruines. Elle y pensa longtemps et personne ne pourrait lui reprocher d'y avoir pensé. Marcel arriva en fin de matinée dans son vieux Citroën utilitaire. Il gara le véhicule dans l'allée, descendit et fit le tour des serres sans un mot. Il examina les dégâts avec ce regard lent et méthodique des gens qui ont l'habitude d'évaluer ce qui reste plutôt que ce qui manque. Puis il vint s'asseoir à côté de Camille sur un muret, les bras croisés, le visage fermé. Ils restèrent silencieux un long moment. C'est lui qui parla le premier. En Indochine, dit-il, on reconstruisait le poste chaque matin. Les Viettes le démolissèrent la nuit, et le matin on recommençait. C'est pas du courage, c'est juste qu'on n'avait nulle part d'autre où aller. Il se leva, épousseta son pantalon, et remonta dans son véhicule sans rien ajouter. Il revint à 3 heures de l'après-midi. Il n'était pas seul. Son neveu, un charpentier d'une trentaine d'années qui s'appelait Thierry, le suivait dans un camion chargé de chevrons et de plaques de polycarbonate. Derrière eux, 2 hommes que Camille n'avait jamais vus, des voisins, des gens de la vallée. Ils se mirent au travail sans demander d'instruction. Le boulanger de Saint-Véran passa en fin de journée avec 4 miches de pain et un mot griffonné sur un sac en papier. Bon courage. Une femme à la retraite dont Camille ne connaissait pas le nom déposa un rouleau de bâches lourdes près du portail et repartit sans sonner. Le maire fit une apparition brève, les mains dans les poches, l'air embarrassé de ceux qui savent que les mots ne servent à rien. Il dit qu'il allait voir ce qu'on pouvait faire pour le calendrier fiscal. Camille n'avait rien demandé à personne. Ce soir-là, après le départ des hommes, elle entra dans la petite serre du citronnier. La seule serre que le Mistral n'avait pas touchée, protégée par la colline. Elle ouvrit la boîte de rations militaires et en sortit les sachets de semences. Ses mains ne tremblèrent plus. Elle prépara 7 godets de terre dans des pots de récupération, humidifia le terreau et ouvrit le sachet de lavande, variété Morel, récolte 1994. Les graines tombèrent dans ses paumes, légères comme de la poussière. Elle les déposa une par une dans les godets, les recouvrit d'une fine couche de terre et les arrosa d'un filet d'eau. Le citronnier au-dessus d'elle embaumait la fleur blanche. Coda était couché en travers de la porte, le museau entre les pattes, les yeux mi-clos. Dehors, les serres étaient en ruine. Mais ici, dans cette pièce tiède qui sentait la terre mouillée et le citron, quelque chose venait de recommencer. Les premières tiges percèrent la terre un matin d'avril, si pâles qu'on aurait pu les confondre avec des fils de soie posés sur le terreau. Camille faillit ne pas les voir. C'est Coda qui l'alerta, en reniflant les godets avec cette attention minutieuse qu'elle réservait aux choses vivantes. Camille s'agenouilla et regarda. 2 tiges, puis 3 le lendemain, puis une dizaine à la fin de la semaine. Fragiles, translucides, courbées sous le poids de leur propre naissance. Mais elles poussaient. Les semences de 1994 étaient viables. La variété Morel n'était pas morte. Elle avait attendu 30 ans dans une enveloppe de papier kraft, sous les dalles d'une serre oubliée, et maintenant elle germait comme si le temps n'avait été qu'une parenthèse.
Camille transféra les plants dans des bacs plus grands. Puis, quand ils furent assez solides, dans un carré de pleine terre préparé devant la petite serre. Les semaines passèrent. Les tiges s'épaissirent, prirent de la couleur, produisirent leurs premières feuilles d'un vert argenté que Camille n'avait vu dans aucune pépinière. C'était un vert particulier, celui d'une plante qui appartenait à ce sol et à nul autre. Le premier samedi de juin, elle descendit au marché de Saint-Véran. Son étal était le plus modeste de la place, une planche posée sur 2 tréteaux, couverte d'un tissu propre. Elle avait disposé des bouquets de thym et de romarin cueillis sur les terrasses du domaine, quelques bottes de carottes et de haricots verts tirés du potager devant la maison, et 6 plants de lavande dans des pots en terre. Elle n'avait pas fait de pancarte. Elle n'avait prévenu personne. Elle était arrivée tôt, avant les autres marchands, et avait installé ses affaires en silence, avec Koda couché sous la table. Marcel était là. Il n'avait rien à vendre et rien à acheter, mais il s'était garé à l'angle de la place, adossé à la portière de son utilitaire, les bras croisés, une cigarette éteinte aux lèvres. Il ne regardait pas Camille directement. Il regardait autour, la place, les passants, les voitures qui se garaient. Il veillait sans en avoir l'air. Les premiers clients furent hésitants. On la regardait, on regardait ses produits, on passait. Puis une femme acheta un bouquet de thym. Un homme prit des carottes. Vers 10 heures, un petit attroupement s'était formé, discret, curieux. Et c'est à ce moment qu'un homme s'arrêta devant les plants de lavande. Il était grand, mince, la soixantaine, des lunettes rondes, un chapeau de toile, les mains d'un homme qui travaille dehors. Il se pencha, souleva un pot, examina les feuilles, les tiges, frotta une feuille entre ses doigts et la porta à son nez. Puis il releva la tête vers Camille. « Où avez-vous trouvé cette lavande ?» demanda-t-il. Sa voix avait changé, tendue, précise. Camille hésita. « C'est une variété de famille. »« De famille ? Quel nom ?»« Morel. Lavande de Haute-Provence, variété Morel. » L'homme reposa le pot avec une lenteur qui n'avait plus rien de décontracté. « Je m'appelle Rivière. Je suis botaniste, attaché au Conservatoire national des plantes à parfum de Grasse. Cette variété est dans nos registres. Elle est classée comme disparue depuis 2003. » Un silence. Marcel, de l'autre côté de la place, avait tourné la tête. La nouvelle ne fit pas de bruit. Elle circula par les canaux lents des gens qui savent, de spécialistes en pépiniéristes, de conservatoires en laboratoire. Ce n'était pas un trésor au sens où les gens l'entendent. Il n'y aurait pas de gros titres ni de chèques miraculeux. C'était autre chose, un patrimoine génétique qu'on croyait perdu, et qui existait encore dans 12 hectares de collines provençales, gardé par une vieille femme qui avait tout sacrifié pour le protéger. L'appel de maître Aubert arriva un jeudi de la fin juin. Le plan de paiement fiscal avait été accepté par le Trésor public. Les mensualités étaient lourdes mais tenables, surtout depuis que le Conservatoire de Grasse avait proposé un partenariat de culture et de préservation, assorti d'une subvention. L'Anvers avait déposé un dernier recours administratif pour contester le rejet de leur offre. Mais Aubert avait versé au dossier les pages du cahier d'Hélène, les dates, les descriptions, les preuves d'intimidation méthodique accumulées pendant des années. Le tribunal administratif avait tranché. Le domaine restait à Camille. « Votre grand-mère a gagné son procès à titre posthume, » dit Aubert au téléphone. « Je crois que ça lui aurait plu. » Ce soir-là, c'était le début de juillet. La chaleur de la journée refluait doucement, laissant dans l'air cette tiédeur dorée qui était la signature des nuits d'été en Provence. Camille était assise sur le seuil de la petite serre, le dos contre le chambranle de la porte. Koda était couchée contre sa hanche droite, le museau sur ses pattes, les yeux fermés. Derrière elle, le citronnier portait ses premiers fruits, de petites sphères vertes qui commençaient à tourner au jaune, lourdes sur les branches tordues. Devant elle, au-delà du carré de potager et des ruines lentes des grandes serres que Thierry et les voisins aidaient à relever poutre par poutre, les plants de lavande avaient pris le terrain. Ils ondulaient dans la brise du soir, un mouvement lent et continu, mauve et argenté, qui montait de la terre comme une respiration.
Le cahier d'Hélène était ouvert sur les genoux de Camille, à la dernière page. Elle lut la phrase une dernière fois. Les racines ne meurent qu'au pas, ma chérie. Elles attendent. Puis elle referma le cahier doucement, posa la main sur le dos de Koda et resta là, immobile dans la lumière qui tombait.